CatBoost versus le reste du machine learning. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va comparer CatBoost à XGBoost et LightGBM au niveau des performances et du code nécessaire pour entraîner les modèles. Donc, ceci s'inscrit dans le cadre d'un cours que je dispense sur YouTube. Si vous voulez avoir des détails sur le cours, donc la structure, vous avez le lien vers mon site web. Là, vous avez le programme du cours. Et vous avez aussi dans la description de cette vidéo un lien directement vers la playlist du cours. Donc là, on est à l'épisode 2. Vous avez l'épisode d'introduction et l'épisode 1 dans lequel j'explique comment est-ce que CatBoost en fait encode vos variables catégorielles. Donc ça, c'est supposé maintenant comme connu. Donc on va directement voir au niveau des performances ce que ça donne. Si vous voulez une partie 2 avec la théorie derrière, puisque CatBoost fonctionne avec des arbres de décision dits symétriques, oblivious trees, alors que XGBoost et LightGBM fonctionnent avec d'autres types d'arbres, je peux aussi faire une vidéo théorique, mais ce cours, normalement, a une visée plus pratique. C'est pour ça qu'on voit plus les performances que la théorie. Donc, sans plus tarder, commençons. Vous aurez aussi, bien évidemment, dans la description de cette vidéo, le lien de ce notebook. Il est dans le write-up Kaggle, où il y a tous les notebooks qu'on étudie dans ce cours. Donc voilà, sans plus tarder, commençons. Donc là, on a nos imports. On va travailler sur le même dataset qu'on travaille, qu'on a l'habitude sur lequel on a l'habitude de travailler. Excusez-moi, je suis un peu malade, hein, donc parfois mes phrases peuvent être un petit peu approximatives. Alors, au niveau de la data, on va avoir deux phases, la phase de préparation et la phase de pre-processing. La phase de préparation, donc tout ça, je vais détailler ça dans l'épisode 3 sur comment ne pas faire d'erreur, comment bien split les données pour voilà, pas avoir des modèles tronqués et pas fiables à cause d'erreurs de data leakage. Mais voilà, en gros, on définit notre X et notre Y, nos X plutôt, nos inputs quoi, et notre Y. Et l'idée, c'est forcément qu'on ait les mêmes pour avoir une comparaison de performance réelle et fiable entre ces trois modèles. Donc voilà, on a trois données, nos données train, nos données de validation et nos données de test qui sont complètement exogènes. Donc vous voyez, voilà, ça c'est la décomposition de nos données. Ensuite, là, ça va être une fonction d'évaluation. Et cette fonction d'évaluation, elle va être la même du coup pour les trois modèles, pour avoir une idée sur les performances. Voilà. Donc en fait, là, l'idée, c'est que CatBoost, en fait, il montre sa supériorité dès le data processing, c'est ce qui est marqué ici. Donc CatBoost, en fait, il est meilleur dès le data processing. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas besoin de pre-processing. C'est-à-dire que là, avec seulement ce code-là, on peut entraîner notre modèle CatBoost. Donc, je ne vais pas rentrer dans le code puisque ça, on verra ça dans l'épisode 4, comment créer un pipeline complet, tout ça. Donc, vous allez comprendre ce que c'est que le pool dans l'épisode 4, vous allez comprendre ce que c'est que la déclaration de variables et à quoi correspondent du coup ces arguments. Faut savoir que du coup, pour comparer les performances des modèles, j'ai pris, comme vous le voyez, des arguments, seulement les arguments nécessaires. Donc ça, c'est juste pour réduire l'overfitting, enfin en fait pour arrêter à partir du moment où il y a 200 itérations sans amélioration de la métrique d'évaluation qui est log loss par défaut. La verbose, bah, ça c'est juste du coup ce qu'on va avoir en log, quoi, ce que ça va nous return pendant que ça entraîne. Ça, c'est pour comparer, c'est juste random state 42, c'est plus une habitude qu'autre chose. C'est juste pour avoir tout le temps le même ordre de phase, d'objets aléatoires dans le modèle. Ouais, excusez-moi, je suis un petit peu à l'ouest. Et learning rate, c'est le taux d'évaluation. Donc ça, normalement, je crois que j'ai fixé le même. Voilà, j'ai fixé le même random state et learning rate pour les autres modèles. Donc, vous voyez, si je tourne ça en fait directement, sans pre-processing, hein, on a juste fait tourner la préparation. Vous voyez que le code tourne parfaitement et le modèle est entraîné, en fait, est en train de s'entraîner. Le modèle est entraîné, donc on a un score ROC-AUC qui est très élevé, 0,92. Il faut savoir que à partir de 0,7, on considère que le modèle est performant. Donc 0,92, on peut même penser qu'il y a du leakage. Bon, quand on voit le dataset, on constate qu'il n'y a pas de leakage. C'est juste que nos X sont très... d'ailleurs, je peux le faire ici, hein, juste pour que vous voyez un petit peu le genre de X qu'on a. Voilà, donc on veut prédire, petit rappel, hein, dans le dataset, on veut prédire si la personne a un income qui est supérieur ou inférieur à 50 000 dollars par an. Et voilà, le truc, c'est qu'on a quand même des features qui sont
assez relevant quoi, pour prédire ça. On a déjà, alors là, il n'est pas noté ici. Ah voilà, si, native country. Donc forcément, on se doute bien que quelqu'un qui est, bah là je prends le Venezuela comme exemple parce qu'il y a eu le renversement là de Maduro, mais on se doute bien qu'au Venezuela, il y a moins de personnes qui ont 50 000 dollars par an qu'aux United States. Pareil pour l'âge, pour le hours per week de travail, etc. Bon. Maintenant, on va voir ensemble comment, euh, qu'est-ce qui se passe en fait avec XGB, donc XGBoost, et LightGBM, donc Light Gradient Boosting Method. Et aussi Random Forest. J'ai pris Random Forest vraiment pour le fun parce qu'il est très très peu performant comparé à XGBoost et LightGBM. C'est pour ça que je vous en ai même pas parlé au début. Mais bon, par principe, on va quand même le tester. Donc voilà le problème en fait. C'est qu'il faut faire du encoding manuel. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites du label encoding, ce qui correspond du coup à mettre un numéro sur chaque valeur de variable catégorielle. Donc, vous voyez, vous avez des trucs qui n'ont plus vraiment de sens, à savoir marital status, vous avez 5, 2, 4, voilà, 1, etc. Le problème de ça, c'est que ça crée des relations entre les variables. Bon, ça, on l'a déjà vu. On a déjà vu le problème du label encoding dans la vidéo précédente. Si vous l'avez pas, si vous connaissez pas, je vous encourage à aller la voir. Donc, on a soit le label encoding, soit le leave one out. Parce que, comme on a vu justement, le target encoding ou min encoding, ça crée du leakage. Donc, on va faire le leave one out par souci de rigueur un petit peu intellectuelle. Bon, voilà. On a fait l'encoding. L'idée, c'est qu'on va tester nos 3 autres modèles, donc XGBoost, LightGBM et Random Forest, en faisant sur les 2 encodings différents pour voir quel encoding donne les meilleures performances et surtout s'il y a avec un des 2 systèmes d'encodage un monde dans lequel CatBoost se fait dépasser par les autres modèles. Donc, on entraîne XGBoost. On entraîne XGBoost avec les 2 encodages. Donc voilà, on a le résultat pour le label encoding et pour le LOO, excusez-moi. LOO pour Leave One Out. On voit que les performances sont très bonnes aussi. Très proches d'ailleurs de celles du CatBoost. Alors déjà, voilà, on peut voir, ce qui est assez logique quand même, hein, mais on peut voir que le label encoding fonctionne moins bien que le LOO, et c'est attendu puisque c'est ce qu'on a expliqué dans l'épisode précédent en fait. Donc en vrai, c'est assez cohérent avec ce qu'on a expliqué. Il se peut que parfois ça le fasse pas, mais bon voilà. Parfois les choses, la théorie et la pratique sont différentes, mais là, dans ce cas-là, du coup, ça confirme ce qu'on a vu. Pour le Light GBM, on a, voilà, bah là vous voyez, c'est pas dans le même sens. Pour le coup, le label encoding est légèrement meilleur. Alors, franchement, très très légèrement, mais quand même. En gros, les performances sont équivalentes quand même. Et pour le random forest, testons ça. Et là, on voit que quand même, c'est très 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 différent, hein. C'est très 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 inférieur quand même, quoi. 0,02 de ROC en moins. Pourquoi? Pour les mêmes raisons en fait en réalité. Et c'est surtout que là on voit la performance brute des encodages. C'est-à-dire que là, sachant que c'est des modèles qui sont déjà de base un petit peu tunés, en fait ça se base sur Random Forest, mais c'est des versions de Random Forest qui sont améliorées. Donc elles compensent le problème d'encodage du label encoding. Mais là, on voit que voilà, sans compensation entre guillemets, puisque c'est juste des arbres de décision basiques, on voit là la vraie différence dans l'encodage. Bon, voilà. Maintenant, si on fait un summary des performances, on s'aperçoit que voilà, on s'aperçoit que le meilleur, c'est CatBoost, le meilleur modèle. Et donc la conclusion, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est ce que je vous ai mis là d'ailleurs. Voilà, c'est que le meilleur modèle, c'est CatBoost. Bon, c'est sensiblement la même chose, hein. On est meilleur de 0,003. C'est très très peu, c'est négligeable en réalité, mais on a des performances qui sont équivalentes ou meilleures à XGBoost et l'IGBM, et bien meilleures que Random Forest pour le coup, ce qui est logique. Bon, et quand on prend en compte l'encodage manuel nécessaire pour train les autres modèles, en fait, c'est un non-sens que d'utiliser
XGBoost ou bien LGBM quand on se trouve sur un dataset qui a des variables catégorielles à l'intérieur. Puisque, bon, je vais encore dénigrer un petit peu le label encoding parce que vraiment il mérite, mais bon, je vais pas trop m'attarder dessus, sinon ça va faire doublon avec la vidéo précédente. Mais le label encoding, alors ça c'est pour tous les systèmes d'encoding, il y a du leakage possible si on le fait mal. Deux, ça crée des relations entre les variables qui n'ont pas lieu entre les valeurs de variables qui n'ont pas lieu d'être. 3, là, je les file sur toutes les possibilités, hein, forcément, parce que si on se trouve dans le données de test avec une possibilité que dans le train, on n'a pas, et ben qu'est-ce que ça fait? Une erreur, puisque la valeur est inconnue. Bon, voilà, le leave all autocoding, honnêtement, c'est pas mieux. Enfin, si, c'est mieux, mais c'est la peste ou le choléra, c'est pas bon non plus. Bon, il a de la chance aujourd'hui, je vais pas le dénigrer, puisque, comme je vous ai dit, je l'ai déjà fait. Donc, j'ai pas envie de non plus passer pour le gros méchant de service. Mais honnêtement, c'est pas bon, tout simplement. CatBoost, lui, il a un vrai traitement des catégories. C'est pas, en fait, le truc, c'est que c'est pas des nombres bricolés que CatBoost sort. C'est un vrai traitement des catégories avec seulement des. Bah, c'est simple en fait. J'ai déjà sorti le notebook dessus puisque c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je vais vous le ressortir juste la formule pour que vous voyez un petit peu. Voilà. La formule, c'est ça. Ça prend en compte seulement les valeurs déjà vues par le modèle. Donc, dans les données de train, ça n'a aucun leakage possible. C'est robuste, c'est solide. Donc, arrêtez d'utiliser XGBoost, Random Forest ou autre quand vous avez des variables catégorielles et go for CatBoost. Go for CatBoost, c'est mon conseil. Alors à présent, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se voit soit dans la partie 2 de cet épisode si vous voulez avoir le détail sur comment fonctionnent les decision trees de ces modèles, ou alors on se voit dans la partie 3 où on va voir ensemble les erreurs communes à éviter, les erreurs qu'on voit très souvent chez même les professionnels, hein, et comment les éviter en faisant un petit peu attention. Donc sur ce, au nom de AG Algolab, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.